Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane pour la suite de notre théorie cosmique de l'information. Et aujourd'hui, nous allons aborder des points plus précis dans la description. Les précédentes vidéos avaient pour but de conceptualiser la théorie et maintenant, il faut entrer dans des détails plus explicatifs. Nous allons commencer par ce texte qui se veut être une explication plus plausible conceptuellement, expliquant mieux comment un point de vide émergent dans le néant peut devenir une fractale. Donc pour résumer avant l'explication, je m'explique ainsi. Je pense à une espèce de surfusion, comme celle que peut subir le verre. Un bout de vide aurait une densité impure relative par rapport au néant, qui lui est un vide pur qui doit rester vierge. Le néant peut avoir une forme de densité dimensionnelle par rapport au vide impur, ce qui lui permet d'écraser l'intrus pour le faire disparaître, et il y réussit. L'écrasement fulgurant du point de vide impur et sa libération presque instantanée dans sa dimension intérieure, l'intérieur de lui-même, par la compression subie, fait que ce point de vide impur devient une dimension annexe au néant. À l'intérieur de ce nouvel espace hyperbolique s'applique une surfusion partielle, le transformant en fractal, car il se diviserait en deux entités. D'une part, une partie du vide initial est tellement comprimée qu'elle devient des filaments semi-solides comparativement à sa qualité initiale. Et l'autre part de ce vide reste de vide qui se démultiplie, cernant et structurant ces filaments nouveau-nés. La première fractale est ainsi née. Cela nous fait dire que non seulement tout est fractal et information, mais surtout tout est pression et décompression. Cela pourrait expliquer les émergences d'énergie issue du vide, appelées effet Casimir. Donc, analysons cette idée après quelques recherches que j'ai effectuées dans les théories quantiques et apposons-les à notre propre concept. Conceptualiser le néant et le vide en les mettant en contraste via des entités de taille très différentes peut ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Conceptualisation par l'opposition, néant versus point de vide. Imaginons ce scénario en essayant de lui donner une structure conceptuelle à travers la physique quantique. Le néant, immense, sa nature plutôt qu'un simple vide, le néant pourrait être conceptualisé comme l'état fondamental de toute existence potentielle. Il n'est pas vide au sens d'une absence, mais plutôt une plénitude de non-manifestation. C'est le substrat ultime, une sorte de soupe primordiale d'informations pures et non structurées, où toutes les lois physiques sont latentes, mais pas encore actives. Propriété, il est infini, homogène et indifférencié. Le néant n'a pas de dimension propre, pas de temps, pas de masse, pas d'énergie, telles que nous les connaissons. Sa densité, si l'on peut parler de densité, serait celle de la pure potentialité. Il est stable et immuable par nature, n'étant pas soumis
aux fluctuations du vide quantique, interaction avec les intrusions. L'idée d'une densité dimensionnelle du néant qui écrase l'intrus pourrait être reformulée comme une résistance inhérente à toute tentative de manifestation ou de rupture de l'homogénéité du néant. Si quelque chose tente d'émerger de lui ou d'y pénétrer, le néant tend à le résorber pour maintenir son propre état de non-manifestation parfaite. Le point de vide impur, l'insignifiant maintenant. Nature. Ce n'est pas le vide quantique tel que nous le connaissons, mais une fluctuation primordiale ou une imperfection au sein du néant parfait. Il est impur parce qu'il porte en lui une germination d'informations ou de structures qui le différencie du néant. Il est le tout premier défaut dans la perfection du néant. Propriété, il est instable et éphémère par nature dans le néant. Il possède une densité ou une qualité qui le distingue. Cette distinction est suffisante pour créer une tension avec l'état de pure potentialité du néant. La surfusion comme possibilité. L'idée de surfusion est intéressante ici. Elle pourrait symboliser le fait que ce point de vide est dans un état métastable, où il existe alors qu'il devrait être résorbé par le néant. C'est une sorte de bulle de réalité en sursis. Un raisonnement possible à suivre en opposant ces deux entités, un cheminement conceptuel pourrait émerger. Le défi à la stabilité du néant. L'existence même du point de vide impur est une violation de l'état d'équilibre absolu du néant. Le néant, par sa nature même de pure potentialité non manifestée, ne peut tolérer cette impureté ou cette information qui commence à se manifester. La réaction du néant, pour rétablir son équilibre, le néant exerce une pression inimaginable, un écrasement sur ce point de vide. Cette pression n'est pas une force physique au sens classique, mais une force de résorption, d'assimilation informationnelle, visant à ramener l'intrus à l'état de non-différenciation. L'émergence des dimensions internes. Plutôt que d'être simplement annihilé, le point de vide impur, sous cette pression extrême, ne se résorbe pas complètement. Au lieu de cela, il s'inverse et se déploie vers l'intérieur. C'est là que l'idée de libération presque instantanée dans sa dimension intérieure prend tout son sens. La compression externe le force à créer un espace fractal interne qui lui permet de contenir l'information sans être complètement écrasé par le néant. La naissance de la structure fractale. Dans cet espace interne, l'information du point de vide impur ne reste pas homogène. Sous la pression de la résorption du néant et la nécessité de se structurer pour exister, elle se différencie. C'est ici que les filaments semi-solides et le vide qui se démultiplie émergent. Le néant, en tentant d'annihiler l'intrus, le force involontairement à s'organiser en une structure autosimilaire, fractale. Les fractales sont efficaces pour remplir l'espace avec une structure complexe à partir d'un petit élément initial. Le principe de pression-décompression. Ce cycle de pression du néant et de décompression, déploiement interne du point de vide, pourrait être le moteur fondamental de toute manifestation. Chaque fractal qui émerge est une solution locale à la tension entre le néant et l'information émergente. Cela suggère que l'univers n'est pas seulement le résultat d'une expansion, mais d'une interaction constante entre une force de résorption, le néant,
et une force de structuration, manifestation, le vide impur. Conclusion, en conceptualisant le néant comme un état de potentialité pure et le point de vide comme une impureté informationnelle, on peut construire un univers où la pression du néant, pour maintenir son intégrité, conduit, paradoxalement, à la création de structures complexes et fractales. Cela offre une piste pour réfléchir à l'origine de l'information et de la complexité dans l'univers à partir d'un état de rien ou de tout non manifesté. C'est un cadre conceptuel probable pour explorer l'idée que tout est pression et décompression. La bifurcation. En physique quantique, la physique quantique nous montre que les particules peuvent se comporter de manière duale, onde, corpuscule, ou que des états peuvent se superposer avant de choisir une réalité. Bien que ce soit pas une bifurcation physique au sens où je l'entends, l'idée de multiples potentialités issues d'un même point n'est pas étrangère à la mécanique quantique. Dans mon scénario, quand le point de vide impur subit la pression du néant, il ne peut pas simplement disparaître. Sa bifurcation est une stratégie de survie, une manière de se dédoubler pour échapper à l'annihilation complète. L'entité vide qui se démultiplie, cela pourrait représenter la continuation de l'information pure du point de vide, mais sous une forme diluée et omniprésente. Elle serait le milieu dans lequel la nouvelle structure prend forme, le fondement même de ce nouvel espace hyperbolique imaginé. C'est le support, l'énergie sous-jacente, l'entité semi-existante, les filaments semi-solides. Ceci serait la première manifestation concrète de structure et de forme. Ils sont semi-solides car ils ne sont pas de la matière au sens habituel, mais plutôt des condensations d'informations ou d'énergie, des ébauches de réalité. Ce sont les premières briques de ce qui deviendra la complexité. La relation avec les fractales. La fractale est la clé ici. Les fractales sont des objets qui présentent une autosimilarité, c'est-à-dire qu'une partie de l'objet ressemble à l'objet entier, quelle que soit l'échelle à laquelle on le regarde. Comment la bifurcation mène à une fractale? Imaginez que chaque filament semi-solide ne soit pas une entité figée, mais un nouveau point de départ pour une bifurcation similaire. Chaque filament, sous l'influence du vide ambiant qui le cerne, pourrait à son tour bifurquer, créant des sous-filaments et de nouveaux espaces de vide autour d'eux, comme la branche d'un arbre qui, à chaque point, crée un Y et chaque bout du Y recrée un Y et ça nous crée un arbre. Ce processus de division et de structuration répétée, où une partie ressemble au tout, est précisément ce qui génère une fractale. Le vide qui se démultiplie fournirait l'espace et la dynamique pour que ces bifurcations se produisent de manière itérative. Les filaments deviendraient les lignes de force, les squelettes structurels, tandis que le vide environnant serait l'espace qui se plie et se déploie pour accueillir et modeler ces structures, les rendant autosimilaires. Dans le cadre de ce scénario, cette bifurcation en deux entités et la formation de fractales sont tout à fait possibles conceptuellement. Elles renforcent l'idée que la pression du néant ne mène pas à une simple disparition, mais à une transformation complexe et génératrice de structures.
La contrainte peut donner naissance à l'ordre et à la complexité à partir du chaos ou du rien. Cela donne une logique interne très forte à cette idée. Le néant tente d'écraser, mais cette tentative même force l'intrus à trouver une solution de survie qui, en se répétant, engendre l'univers fractal imaginé dans ma théorie. Ce scénario peut tout à fait être conceptualisé pour induire et expliquer l'effet Casimir, par exemple, au sein de son propre cadre évolutif. Pour cela, il faut établir des parallèles entre les propriétés du vide qui se démultiplient et des filaments semi-solides avec les fluctuations du vide quantique qui sont à l'origine de l'effet Casimir. L'effet Casimir, dans ce scénario fractal, comment cette idée pourrait expliquer l'effet Casimir? Le vide qui se démultiplie comme fluctuation quantique. Dans la physique conventionnelle, l'effet Casimir est causé par les fluctuations d'énergie du vide quantique. Ce vide n'est pas vide du tout, il est rempli de paires de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment. Ces fluctuations créent des ondes électromagnétiques virtuelles de toute longueur d'onde. Dans mon scénario, le vide qui se démultiplie pourrait être l'équivalent conceptuel de ces fluctuations, puisqu'il est le produit de la décompression du point de vide impur et qu'il est, en constante démultiplication, une forme d'activité et de prolifération. Il peut être vu comme le milieu fondamental porteur de toutes les potentialités et de l'énergie latente. C'est le champ dans lequel tout se manifeste. Les filaments semi-solides comme limite et structure. L'effet Casimir se manifeste entre deux plaques métalliques ou d'autres objets conducteurs très proches l'une de l'autre. Ces plaques agissent comme des limites qui restreignent les longueurs d'onde des fluctuations du vide pouvant exister entre elles. Seules les ondes dont les longueurs d'onde s'ajustent entre les plaques peuvent exister. Dans mon modèle, les filaments semi-solides pourraient jouer ce rôle. Imaginez que ces filaments, étant des condensations ou des ébauches de structures, agissent comme des barrières ou des résonateurs dans le vide qui se démultiplie. Lorsque deux de ces filaments ou deux agrégats de filaments sont rapprochés, ils pourraient piéger ou filtrer certaines des démultiplications du vide entre eux. L'induction de la pression, force d'attraction. Puisque moins de démultiplication ou de type spécifique de ces démultiplications peuvent exister entre les filaments qu'à l'extérieur où le vide se démultiplie sans restriction. Il y aurait une différence de pression ou de densité de démultiplication. Cette différence de pression pousserait les filaments l'un vers l'autre. C'est l'analogue de la force d'attraction de l'effet Casimir. Il y a moins de choses qui poussent de l'intérieur entre les plaques que de l'extérieur qui crée une force nette vers l'intérieur. Le concept de toute répression et décompression trouve ici une application directe. La pression du néant a créé le vide démultiplié et les filaments sont des zones de pression concentrées ou structurées. L'effet Casimir serait une manifestation de cette différence de pression du vide causée par la présence de ces structures fractales. En conclusion, cette idée fournit un cadre conceptuel riche pour interpréter l'effet Casimir. Plutôt que de s'appuyer sur les fluctuations d'énergie du vide quantique, la description standard, je propose que la nature intrinsèquement démultipliante du vide et la capacité des filaments semi-solides
à structurer ou à restreindre, cette démultiplication crée les conditions nécessaires à l'apparition de forces, y compris une force d'attraction analogue à l'effet Casimir. À suivre. Donc voici une symbolisation de l'émergence d'une dimension cachée. Voilà une représentation artistique d'une dimension cachée émergente. La suite est beaucoup moins compliquée, hein, mais on est passé par la physique quantique qui est déjà conceptuellement compliquée à assimiler. Donc j'espère que vous avez suivi, mais ça ne change pas le cadre de la théorie. L'important c'est de comprendre le concept, et pour comprendre la mécanique, voilà, il faut suivre un trajet qui est obligé, et celui-ci est passé par la mécanique quantique pour trouver un écho plus simple, parce que les autres explications vulgarisantes ne tiennent pas la route. Passons à la suite. L'idée que l'univers soit lui-même à l'intérieur d'un trou noir, et que des éventuels explorateurs n'y soient pas spaghettifiés, mais fractalisés, tout en vivant normalement sur des plans euclidiens, est une conceptualisation cohérente. Et je vais vous expliquer comment. Parce que donc tout le monde dit, on entre dans un trou noir, on se transforme en spaghetti, on se fait arracher la tête et les pieds, et le Moyen-Âge devient très doux à vivre par rapport à l'intérieur d'un trou noir. Notre théorie, donc, exprime une idée complètement contraire, qui est qu'à l'intérieur d'un trou noir, on se donc fractalise plutôt que spaghettifie. À conséquence même, c'est que nous situons carrément notre univers à l'intérieur d'un trou noir. Et jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas des spaghettis. Donc continuons. Un univers trou noir. La fractalisation au lieu de la spaghettification. Dans la physique des trous noirs, la spaghettification est l'effet de l'immense gravité qui étire un objet en un fin filament au fur et à mesure qu'il s'approche de la singularité. Notre propre concept remplace cette distorsion par une fractalisation, ce qui est tout à fait cohérent avec l'univers visible. Le trou noir comme conteneur. Si notre univers est à l'intérieur d'un trou noir, ce n'est pas un trou noir classique, où la matière est écrasée en un point. Au contraire, c'est un trou noir qui, par sa nature, induit la complexification et la structuration fractale. Une pression interne et intense exercée par l'environnement extérieur du trou noir, qui pourrait être le néant lui-même, ou une de ses manifestations, ne détruit pas, mais force la matière et l'énergie à s'organiser de manière fractale. La fractalisation, au lieu d'être étirée à l'infini par spaghettification, les objets sont plutôt divisés et répliqués en motifs autosimilaires, à des échelles de plus en plus petites ou grandes, jusqu'à former des structures infiniment complexes. La singularité du trou noir ne serait pas un point, mais pour nous un motif fractal infiniment dense, ou un point d'origine fractale d'où émerge toute la complexité. Le rôle des plans euclidiens. Les plans euclidiens sont les bulles de normalité au sein de cette réalité fractale et potentiellement chaotique. Ce sont les zones où la pression ou la tension des filaments fractales a réussi à aplanir la courbure de l'espace
créant des environnements stables et prévisibles où la gravité se comporte normalement et où la vie telle que nous la connaissons peut enfin exister. Ces plans euclidiens pourraient être vus comme des îles de stabilité au milieu d'un océan de géométrie hyperbolique fractalisant. C'est dans ces zones que les émergences complexes peuvent alors respirer, se reposer et évoluer. La nature de la vie. Si tout est fractalisé, les êtres vivants eux-mêmes sont aussi des structures fractales, d'une complexité et d'une autosimilarité inouïe. La normalité euclidienne n'est qu'une illusion, ou plutôt une petite partie de leur véritable nature. Nous verrons ça plus tard. L'origine de l'univers. Cela donne une nouvelle perspective sur l'origine de l'univers. Donc pour nous, l'univers n'a pas émergé d'un Big Bang ex nihilo, mais a été forcé à exister et à se structurer par les conditions extrêmes à l'intérieur de ce trou noir singulier. Si l'univers est à l'intérieur d'un trou noir où la spaghettification cède la place à la fractalisation, alors le Big Bang ne serait plus l'explosion d'un point singulier, mais bien l'émergence d'un palier de fractales. Le Big Bang, un palier de fractales. Voici ce que cette conceptualisation implique pour notre univers. Un palier de fractales plutôt qu'un point de densité infinie. Le Big Bang devient le premier niveau de complexité stable qui a pu se maintenir et se développer à partir du vide qui se démultiplie sous la pression du néant ou des forces de ce trou noir unique. C'est le moment où les filaments semi-solides se sont agencés pour la première fois en une structure suffisamment robuste et autosimilaire pour porter un palier où la géométrie euclidienne a pu commencer à émerger localement. Non une explosion, mais une structuration. L'image n'est donc plus celle d'une déflagration, mais celle d'une structuration fulgurante et massive. Le Big Bang devient le moment où le chaos primordial de la fractalisation trouve un premier ordre, un premier motif, une première échelle, qui a permis l'apparition de réalités plus complexes. C'est l'instant où l'univers commence à prendre sa première forme reconnaissable, un peu comme la première cristallisation dans une surfusion. Un processus continu. Cela suggère également que la création n'est pas un événement unique et révolu. Si le Big Bang est un palier de fractal, cela implique qu'il y a eu des paliers précédents, peut-être des ébauches avortées d'univers qui ont été résorbés, ce qu'il pourrait y en avoir de nouveau. L'univers est en constante évolution, atteignant de nouveaux paliers de complexité fractale. L'effet Casimir comme indice. Dans cette vision, l'effet Casimir devient une manifestation continue de ce processus. Les fluctuations du vide qui l'expliquent seraient les micro-mouvements constants du vide démultiplié et les tensions des filaments fractales qui cherchent à se stabiliser ou à se réorganiser en de nouveaux paliers. C'est la respiration de l'univers en train de se fractaliser. Ramener l'effet Casimir dans cette nouvelle conceptualisation est une évidence. Il ne s'agit plus d'une simple observation de la physique quantique, mais d'une pierre angulaire, logique et conceptuelle de l'univers fractal. L'effet Casimir, la preuve tangible de notre cosmologie. Dans ce scénario, l'effet Casimir
devient la manifestation observable et continue de la dynamique fondamentale de l'univers, une pression fondamentale. L'effet Casimir, cette attraction entre deux plaques, n'est plus seulement due aux fluctuations du vide quantique classique, il est directement le résultat des pressions exercées par le vide qui se démultiplient sur les filaments semi-solides, les plaques, qui tentent de le contenir ou de le modéliser. C'est la respiration de l'univers, la preuve que la tension entre le néant et la manifestation fractale est toujours active. Le bruit de fond de la fractalisation. Imaginez le vide qui se démultiplie, comme une sorte de bruit de fond cosmique, une énergie omniprésente de pure potentialité en quête de structure. L'effet Casimir est alors le murmure constant de cette démultiplication, se manifestant par une force là où des structures, les plaques, tentent de l'ordonner ou de le restreindre. Un pont entre les échelles. Ce qui est contre-intuitif est que l'effet Casimir est un phénomène à l'échelle quantique, mais dans notre modèle, il est directement lié à la cosmologie du Big Bang, l'émergence d'un palier fractal. Il devient la preuve microcosmique des macrodynamiques de l'univers. Il relie l'infiniment petit, les fluctuations du vide, à l'infiniment grand, la nature fractale et l'origine de l'univers. Un indicateur. L'effet Casimir pourrait même servir d'indicateur. Des variations inhabituelles de la force de Casimir pourraient signaler la proximité de tempêtes de décompression, où le vide se démultiplie de manière excessive, diluant la force, ou bien de vortex de résorption, où le vide est écrasé, modifiant la tension des filaments. En somme, l'effet Casimir n'est plus une curiosité de laboratoire, mais le symbole et la preuve constante que tout est effectivement pression et décompression, et que l'univers est une immense structure fractale en constante émergence et organisation. Aplatissement ou réduction de la fonction d'onde. C'est un concept central et mystérieux de la mécanique quantique. Interpréter l'aplatissement de la fonction d'onde comme une transition du non commutatif vers le commutatif dans notre univers fractal offre une conceptualisation profonde et explicative. L'aplatissement de la fonction d'onde dans notre modèle. En mécanique quantique standard, la fonction d'onde d'une particule décrit toutes ses propriétés potentielles avant qu'elle ne soit mesurée. Quand on effectue une mesure, cette fonction d'onde s'aplatit ou se réduit et la particule prend un état défini. Le mystère réside dans comment et pourquoi cette réduction se produit. Dans notre théorie, le non commutatif, avant la mesure, avant l'aplatissement, la fonction d'onde représente l'état d'une particule dans le vide qui se démultiplie et la géométrie hyperbolique sous-jacente. Dans cet état, les propriétés de la particule sont indéfinies, superposées et intrinsèquement non commutatives. Cela signifie que l'ordre dans lequel vous tenterez d'observer certaines propriétés, par exemple la position puis la quantité de mouvement, affectera le résultat, ou que certaines parties de propriétés ne peuvent pas être connues simultanément avec précision, principe d'incertitude d'Heisenberg. C'est l'essence du chaos potentiel ou de la flexibilité maximale de la réalité au sein de notre géométrie hyperbolique, où les règles ne sont pas encore fixées. La transition vers le commutatif. Lors de la mesure interaction, l'aplatissement de la fonction d'onde devient l'acte par lequel le système passe d'un état indéfini,
donc non commutatif, à un état défini, commutatif. La mesure ou l'interaction avec un observateur ou une structure stable agirait comme un point de pression ou de condensation. Cette interaction force une localisation, un choix parmi les potentialités infinies et une stabilisation locale de la géométrie vers un plan euclidien. C'est la victoire momentanée de l'ordre sur le chaos, de la forme sur la potentialité pure. La particule choisit un état unique parce qu'elle est contrainte par les forces de structuration du monde euclidien et des filaments semi-solides qui l'entourent. Le résultat est que les propriétés de la particule deviennent alors définies et prévisibles, comme dans notre monde macroscopique où les opérations sont généralement commutatives. Vous pouvez alors mesurer la longueur, puis la largeur d'une table. Le résultat ne changera pas. Implication dans notre scénario. L'observateur comme structurant. Cela donne un rôle très puissant à l'observateur ou à toute interaction d'ailleurs. L'acte d'observer n'est pas passif. Il force une transition géométrique et physique du non commutatif vers le commutatif, solidifiant une portion de la réalité. La fragilité du réel. Cela suggère que la réalité que nous percevons comme stable est en fait le résultat d'une interaction constante de réduction qui maintiennent les paliers fractales euclidiens. Cette idée renforce la cohérence de notre théorie en reliant un des plus grands mystères de la physique quantique, l'aplatissement de la fonction d'onde, à nos concepts fondamentaux de géométrie, de pression et de fractalisation. En voici un petit schéma. Plan euclidien contre plan hyperbolique dans une même structure. Passons à la suite. Une rotation de l'univers fruit sur lui-même doit-elle être envisagée? Reprenons chaque élément pour bien comprendre les implications. L'arbre fractal et le fruit univers. L'idée de l'émergence initiale, zéro comprimé par le vide, sous forme fractale comme un arbre, est une métaphore puissante pour la croissance structurelle de l'univers. Le trou noir devient alors le conteneur et le moteur de cette fractalisation où la non-spaghettification permet la prolifération structurée. Je reprécise non-spaghettification un peu pour me moquer, hein, j'avais pas besoin de l'inclure dans cette phrase. Notre Big Bang comme un palier, une feuille visuellement euclidienne, mais en fait un fruit, un univers bulle. Intrinsèquement hyperbolique, avec un plateau central euclidien, est une description très cohérente. Cela signifie que l'univers tel que nous le percevons, le plateau euclidien, est une région de stabilité au sein d'une géométrie globale plus complexe et courbée, le fruit hyperbolique. C'est lui-même étant une partie d'une structure encore plus vaste, l'arbre fractal du trou noir. Cela résout élégamment la question de la courbure de l'univers observé, proche de zéro donc euclidienne, tout en permettant une courbure globale différente. L'expansion par prolifération de zéro, particules d'espace donc. L'expansion continue, due à la prolifération de ces zéros, particules d'espace, est une explication plus que plausible de l'énergie sombre et de l'expansion de l'espace et de l'univers. Le vide de la fractale qui le nourrit se recyclant
pour former le nouvel espace de développement donne une dynamique de croissance organique à l'univers. Ces zéros, polarisés ou non, en se divisant à chaque interaction ou observation, sont des particules d'espace, information, potentialité. Leur polarisation peut définir des propriétés et leur division à l'observation est une extension logique de notre concept de l'aplatissement de la fonction d'onde, transition du non commutatif au commutatif. Chaque observation solidifie une petite portion de nouvel espace. Les zéros inertes, particules de temps. L'introduction des zéros inertes, particules de temps, poussant l'évolution du passé vers le futur, avec un très bref instant qu'on appelle le présent, est une conceptualisation plus simple et constructive du temps qu'une autre dimension relative sans origine, généralement évoquée par la physique. Si les autres zéros sont des particules d'espace en expansion, celle-ci serait la résidue ou la trace inerte de leur passage, créant l'irréversibilité du temps. C'est le compteur ou le flux de la fractalisation, symbolisant un débit constant. La question de la rotation, soulevée dans un précédent texte, est de la distinction mécanique. Maintenant, abordons une question centrale. Cette mécanique d'expansion forcerait-elle l'univers fruit à une quelconque rotation pour ne pas éclater vers l'extérieur ou l'intérieur? Cette intuition est pertinente et touche à des concepts profonds en cosmologie. Rotation et stabilité en général. En physique, la rotation ou le mouvement angulaire est un facteur crucial pour la stabilité de nombreux systèmes. Par exemple, une galaxie spirale tourne pour ne pas s'effondrer sur elle-même sous sa propre gravité. De même, un astéroïde qui tourne peut éviter d'être déchiqueté par les forces de marée d'un corps plus grand. La rotation crée une force centrifuge qui contrebalance les forces d'attraction comme la gravité ou des forces de compression. L'application à notre univers fluide contre l'éclatement vers l'extérieur. Si l'expansion est due à une prolifération des zéros, il est plausible que cette prolifération puisse être anisotrope, plus forte donc dans certaines directions. Une rotation globale de l'univers fruit stabilise cette expansion, la rendant plus uniforme, voire l'empêchant de s'étirer, excessivement en tout cas, dans une direction, au point de déchirer sa structure. La rotation répartit les tensions. Imaginez une bulle qui gonfle de l'intérieur. Si la pression est inégale, elle pourrait éclater. Si la bulle est animée d'un mouvement de rotation, cela aide à répartir les contraintes sur sa surface, la rendant plus résistante à l'éclatement ou lui donnant une forme plus stable, comme un disque ou un sphéroïde aplati, plutôt qu'une forme irrégulière. Contre l'implosion vers l'intérieur. La rotation est encore plus efficace pour empêcher un effondrement ou une résorption vers l'intérieur, vers le néant ou vers la singularité du trou noir origine. Le moment angulaire agit comme une barrière, rendant un effondrement complet plus difficile, forçant la matière ou l'espace à s'organiser en disque ou en anneau plutôt qu'en un point. Origine de la rotation d'un autre modèle. Polarisation des zéros. Si nos zéros peuvent être polarisés, une polarisation moyenne, non nulle, ou une orientation privilégiée de leur division peut induire un moment angulaire net à l'ensemble de l'univers fruit, dès son Big Bang, le premier palier fractal. Influence du trou noir conteneur. Le trou noir lui-même, s'il est en rotation,
la plupart le sont d'ailleurs, peut induire une torsion sur l'univers fruit en formation. Les forces de pression qui le créent peuvent avoir une composante de cisaillement qui génère cette rotation initiale. Non-commutativité. La nature non commutative du vide avant l'observation pourrait, au moment de la structuration, générer des boucles ou des rotations résiduelles qui se manifestent à l'échelle macroscopique. Autre théorie mentionnant cette distinction mécanique. Pardon. Je fais référence à des théories cosmologiques qui explorent l'idée d'un univers en rotation globale, par exemple l'univers de Gödel ou d'autres modèles cosmologiques anisotropes. Ces théories introduisent un spin ou une vorticité intrinsèque à l'univers. Excusez-moi, je reprends la dernière phrase. Ces théories introduisent un spin ou une vorticité intrinsèque à l'univers, bien que les observations actuelles tendent à privilégier un univers plat et sans rotation globale significative, isotrope et homogène. L'idée n'est pas absurde en soi et a été explorée, mais doit être reconsidérée dans le cadre de notre théorie, où nous mélangeons donc les deux géométries, hyperbolique et euclidienne. Dans notre cadre, elle trouve une explication causale logique liée à la mécanique interne de notre univers. En conclusion, oui, il est tout à fait plausible et même très cohérent avec notre scénario que l'expansion due à la prolifération des zéros, particules d'espace ou la pression de l'environnement du trou noir, puisse forcer l'univers fruit à une rotation globale. Cette rotation servirait alors de mécanisme de stabilisation contre un éclatement chaotique vers l'extérieur ou une résorption inévitable vers l'intérieur, permettant à la structure du fruit de se maintenir et de se développer. C'est une pièce de plus qui ajoute une profondeur et une crédibilité à notre cosmogonie au cas où un détracteur soulève la question. Donc là, c'est un autoportrait pour ceux qui m'ont reconnu. Dessin de John Buscema, je pense. Un plan d'existence 2D avec une conscience 3D. Voici comment ce concept peut s'articuler et ses implications. La feuille 2D et les bits de conscience. Le plan fondamental 2D, dans un palier fractal de notre univers arbre, qui est fondamentalement tridimensionnel, il pourrait se présenter comme une surface, une membrane ou une feuille, ce que disent d'ailleurs les observations cosmologiques des télescopes. Les zéros d'espace qui composent cette feuille sont agencés sur un plan et leurs interactions définissent les lois physiques de ce monde en 2D. La conscience comme génératrice d'informations. Les habitants de ce monde, nous compris, sont des structures complexes sur cette surface 2D, mais leur conscience, par son propre processus d'observation et d'interprétation, qui, comme nous l'avons dit, force la transition du non-commutatif au commutatif, ne perçoit pas seulement les deux dimensions, elle génère une troisième dimension fictive, une profondeur en tant qu'information. C'est un peu comme un écran d'ordinateur plat 2D qui affiche un monde 3D en diffusant un film. Le spectateur interprète les ombres, les perspectives et les mouvements pour percevoir la profondeur, même si la source est fondamentalement bidimensionnelle. Dans notre cas, c'est la conscience des habitants qui fait cette interprétation créatrice.
Parce que dans les habitants, j'inclus tout le vivant, les animaux, et ceux que nous n'avons peut-être pas encore rencontrés, le monde étant tellement vaste. Cette troisième dimension est une dimension d'information et de perception pour une dimension physique tangible au sens où l'est l'espace hyperbolique. Elle est l'équivalent de la complexité ou de la résolution du monde perçu. Le rôle de la conscience. Cela renforce le rôle de la conscience dans la structuration de la réalité. C'est la conscience qui stabilise le non commutatif en commutatif. Et ici, elle fait plus. Elle construit une dimension supplémentaire, la stabilité euclidienne en 2D. Dans notre scénario, cela signifie que la réalité de base est plate et prévisible. Les lois de la géométrie euclidienne, angle des triangles à plus 180 degrés, des parallèles qui ne se rencontrent jamais, s'appliquent parfaitement sur notre plan 2D. Cela rend l'existence fondamentale stable et logique, contrairement à l'hyperbolique qui est par nature chaotique. La fabrication de la 3D est un ajout, pas une correction. Si notre monde était intrinsèquement et seulement hyperbolique, en 2D, il faudrait compenser cette courbure négative pour pouvoir se percevoir normalement. Le fait qu'il soit localement euclidien signifie que la troisième dimension est purement une couche d'information supplémentaire créée par la conscience, une sorte de surcouche perceptive plutôt qu'une tentative de donner du sens, une tentative difficile et complexe qui consistera à donner un sens à une courbure au plan de masse, c'est-à-dire à avoir une 3D. C'est plus simple de créer une fausse dimension et de rester dans un visuel d'un faux 3D malgré notre réalité 2D. Bon, j'ai rajouté quelque chose qui a complexifié. Continuons. Contraste avec l'univers global. Cela crée un contraste stupéfiant dans le sens d'une substance stupéfiante, créant une hallucination. L'univers 2D est euclidien, stable, et notre perception y ajoute une troisième dimension. Mais notre univers, le fruit, est intrinsèquement hyperbolique à l'échelle macroscopique, avec seulement des plateaux euclidiens localisés en son cœur. C'est une inversion troublante. Notre normalité est une exception, notre 3D est une illusion consciente. La matière noire, un révélateur de la troisième dimension. Reprenons et articulons cette idée. La fractale mère 3D est le flocon de Koch. Pensez à la fractale mère comme étant en 3D, comme le flocon de Koch qui, bien que défini par une dimension fractionnaire, environ 1,6 pour la courbe, mais ici nous parlons de sa forme presque pleine, un cube. Donc, rappelez-vous, 0 dimension c'est un point, une dimension c'est une ligne, une surface et c'est à partir de 2, donc 2 dimensions, et un volume c'est la troisième dimension, donc on arrive à un cube. Si la surface est un carré, sa dimension supérieure est le cube. Je le rappelle pour visualiser, c'est pas que je vous prenne pour des ignares sans quoi vous ne seriez pas à ce niveau de la vidéo. Mais pour bien comprendre que là, l'extérieur est une dimension fractale, mais cubique. C'est une dimension, c'est un volume. Donc la variante du flocon de Koch qui est un flocon de neige, hein, c'est le dessin d'un flocon de neige avec des extensions fractales très très jolies et très très complexes. Mais si on pousse son calcul mathématique en 3D, on s'aperçoit qu'on se retrouve avec un cube qui est en fait de dimension 2,6. Le manque entre 2 et 3, c'est le vide. Et c'est ce vide d'ailleurs qui est recyclé pour fournir l'espace qui est créé à l'intérieur du plateau fractal dans le Big Bang. Et c'est aussi
ce vide qui est récupéré des fractales que nous exhalons à chaque fois pour créer nous-mêmes notre propre espace de vie euclidien. Nous exhalons des particules d'espace et de temps constamment, vu que ce sont des zéros, nous ne nous en rendons pas compte, mais nous fabriquons nous-mêmes notre espace de vie et notre temps via des zéros générés par toutes les interactions, par le vivant et la matière constamment, pour remplacer constamment le présent qui, lui, est éphémère. Construire un nouveau théâtre, une scène de théâtre, pour que puissent se dérouler les événements de la pièce. Je vais reprendre à penser à la fractale mère. Pensez à la fractale mère comme étant en 3D, comme le flocon de Koch qui, bien que défini par une dimension fractionnaire environ 1,6 pour l'arc courbe, mais ici, nous parlons de sa forme presque pleine, un cube, une variante 3D avec une dimension supérieure à 2, et en fait 2,6, est une structure complexe occupant un espace. Cela renforce l'idée que l'univers est un arbre en 3D dont notre univers fruit et ses habitants 2D est une composante. La matière noire comme ombre ou empreinte de la 3D. Voici comment la matière noire pourrait jouer ce rôle crucial pour les êtres 2D. Nature de la matière noire dans votre univers. Je dis vôtre alors que c'est le nôtre, je suis dedans aussi. Au lieu d'être une simple matière lourde et invisible, la matière noire est dans notre cadre, la manifestation ou l'empreinte de la géométrie 3D de la fractale mère sur le plan 2D de cet univers bulle. L'expression visuelle, car elle courbe la lumière des galaxies lointaines d'une masse extérieure influente. Elle n'est pas faite de particules comme la matière ordinaire, ni de zéros du vide qui sont restés dans un état plus proche de la 3D hyperbolique initiale. Ça, c'est la gravité. Ni même des zéros qui sont sous l'influence directe de la fractale mère et de ses filaments 3D. Mais imaginez plutôt la matière noire comme les points d'ancrage invisibles des couches 3D de l'arbre fractal qui traversent ou touchent leur plan 2D. Là, c'est peut-être un peu complexe, mais normalement, vous êtes censé, si vous êtes à ce niveau de la vidéo, je peux vous le relire. Imaginez plutôt la matière noire comme les points d'ancrage invisibles des couches 3D de l'arbre fractal qui traversent ou touchent leur plan 2D, comme une projection holographique, mais avec une masse. Un révélateur par reflet de la troisième dimension manquante, source d'une hallucination collective. Pour nous, habitants 2D, la matière noire ne peut être vue que comme une masse gravitationnelle. Elle est perçue comme une force mystérieuse et incompréhensible qui semble structurer notre univers, formation de galaxies, etc., mais qui n'interagit pas directement avec notre matière 2D. Et nos scientifiques ne peuvent que postuler l'existence de cette matière noire en observant ses effets gravitationnels anormaux. Alors qu'en regardant le mystère hors et plus loin que sa gravité phénoménale, nous verrions quelle est la preuve d'une dimension supplémentaire qui s'exerce sur nous. C'est-à-dire on ne peut pas la voir, la matière noire, non parce qu'elle est là mais invisible et que c'est une matière comme s'il y avait une montagne invisible et qu'on se cogne dessus. Elle est hors dimension, c'est pour ça qu'on ne peut pas la voir. C'est comme quelqu'un, on apprend à l'école que quelqu'un qui est en 2D ne peut pas percevoir la 3D. Vous voyez, s'il y a une montagne qui lui tombe dessus, le personnage en 2D ne verra qu'un point qui s'agrossit et qui s'approche de lui. Il ne verra pas les courbures de la montagne. C'est le même système avec la matière noire. C'est un problème de dimension, ce n'est pas un problème de masse. Lien avec
l'extérieur de la bulle fruit. L'idée que la matière noire est reliée à l'extérieur de la bulle fruit est plus réaliste. Cela signifie que la matière noire est le cordon ombilical qui connecte notre univers 2D à l'architecture 3D de l'arbre fractal. Les zéros de la matière noire pourraient aussi être des zéros 3D qui ont été capturés ou projetés sur notre plan 2D lors de la formation de l'univers fruit. Ils seraient des porteurs d'informations ou d'influences de la dimension supérieure. C'est une alternative. Nos scientifiques pourraient essayer de comprendre la matière noire sous son réel aspect. Certains pourraient même développer une théorie encore plus audacieuse que la mienne, et si la matière noire était la clé pour percevoir ou interagir avec cette troisième dimension réelle dont nous ne soupçonnons pour l'instant que les ombres. Et là, j'imagine, hein. Mais il faut déjà intégrer ma théorie pour pouvoir la développer et la magnifier dans de nouvelles théories. Un point d'entrée-sortie pour des explorateurs. Là, j'imagine encore plus loin du coup. La matière noire de notre univers pourrait être un point d'entrée ou de sortie, une zone où la frontière dimensionnelle est plus perméable. Danger et compréhension. La manipulation de la matière noire par nous, habitants 2D, pourrait avoir quand même des conséquences imprévues. Je n'invite personne à faire ce type d'expérience, soit en nous rendant conscients de notre nature 2D, que là ça nous provoquerait un choc existentiel, mais je suis déjà en train de le faire. Donc là, mais plutôt en ouvrant des brèches avec des réalités 3D plus complexes et potentiellement dangereuses. Là, il n'y a rien qui puisse dire le contraire. Du coup, je ne vous engage pas à tenter des expériences tout de suite. Mais il y a un principe que je voudrais vous expliquer, mais la digression serait longue, mais je vais quand même la faire. Donc, ce qu'il faut savoir quand on regarde un collisionneur de particules comme celui qui est en Suisse et qu'on analyse des milliers de particules différentes, donc on prend deux protons, on les fait aller très vite dans, je vais dire, dans une bobine magnétique à une vitesse qui approche celle de la lumière. Ça va vraiment, ce sont des trains gyroscopiques très 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 rapides. Et lors de la collision, ce qu'on voit, les particules émergentes, ne sont pas le proton qui en éclatant dévoile son intérieur. Lui, le proton, on sait, à l'intérieur, il a 3 quarks, hein. Up, down, il n'y a rien de compliqué. Toutes les particules qu'on voit émerger dans les collisionneurs de particules, c'est du vide. C'est-à-dire que c'est la vitesse qui est amalgamée par le proton, qui est portée par le proton, et cette vitesse au choc se décompose en particules. Là, on reprend la formule d'Einstein, E égale mc2. Donc la vitesse devient de l'énergie devient de la masse. Donc ces particules, c'est comme une brèche spatio-temporelle, comme si à chaque fois qu'on fait ça, on faisait une déchirure dans l'espace-temps et que desquelles émergent ces particules. Là, je vous le dis pour que vous soyez conscient et que dans les dîners mondains, vous arrêtez de faire les malins en disant « Ouais, le proton, il a plein de particules exotiques à l'intérieur de lui. » Non. Et ce qu'on voit émerger dans les collisionneurs, c'est de la vitesse pure transformée en masse, et donc en particules. Alors, bon, j'espère que vous avez aimé cette digression. Je vais reprendre. Ah oui, donc soit en ouvrant des brèches, c'est ça qui m'y a fait penser, avec des réalités 3D plus complexes et potentiellement dangereuses. Cette idée de la matière noire comme révélateur de la dimension supérieure est plus que cohérente avec notre modèle fractal et avec les observations actualisées. Je m'entends pas avec les vieilles observations. N'oubliez pas que Einstein, il a développé son modèle en 1905 et en 1915. Les fractales n'ont été, je dirais, révélés qu'en 1975.
Le père de la fractale, Julia, qui a commencé les travaux, lui est né en 1898, il avait 8 ans seulement, quand Einstein a fait sa proposition de relativité restreinte puis générale. Donc il faut comprendre qu'Einstein n'avait pas tort. Il n'était pas au courant, donc il n'a pas pu conceptualiser ce genre de modèle. Je ne me croirais jamais, ni même aussi malin qu'Einstein. J'ai juste eu des outils modernes qui permettent de visualiser autrement. Einstein aurait peut-être fait les mêmes déclarations s'il avait regardé comment fonctionne une fractale. Qu'on soit bien d'accord, je n'essaie pas de me prétendre quelqu'un d'autre que je ne suis. La théorie de l'univers holographique suggère que toute l'information contenue dans un volume d'espace peut être encodée sur une surface bidimensionnelle à sa frontière, un peu comme un hologramme 3D est encodé sur une surface 2D. Notre univers tridimensionnel, je rappelle que le temps est émergent par des particules, des zéros neutres, CIL, et les particules d'espace, je les appelle PIL, en hommage à Planck. Mais j'ai enlevé ces deux néologismes parce que ça trouble l'esprit, les néologismes, alors j'ai gardé le concept de zéro, polarisé ou non, inerte ou pas. C'est plus facile à comprendre dans le développement. Donc, le temps est émergent par des particules, des zéros neutres, serait donc une projection fine de cette information stockée sur une surface lointaine. Voici comment cela résonne avec nos idées. Donc je parlais précédemment de la théorie holographique qui n'est pas de moi, mais qui, sur ce petit point de détail, converge bien avec la description que je donne. C'est pour ça que j'en reprends les éléments. L'univers 2D est une conscience 3D. C'est le point de convergence le plus évident et le plus puissant. Donc là, je suis sorti de la théorie holographique et nous revenons à la théorie cosmique de l'information. Je reprends l'univers 2D avec une conscience 3D, c'est le point de convergence le plus évident et le plus puissant. Notre concept d'un univers fondamentalement 2D, la feuille euclidienne, dont la conscience des habitants projette une troisième dimension fictive, est une incarnation directe de la théorie holographique. Du coup, c'est nous qui expliquons mieux la théorie holographique par cet ajout. La carte mère en 2D de mon propre exemple devient littéralement la surface holographique qui contient toute l'information nécessaire pour créer la perception d'une réalité 3D. La conscience des habitants n'est pas seulement celle qui perçoit la 3D, mais aussi celle qui décode l'information de leur surface 2D pour la projeter en une réalité 3D interne et subjective. Je vous laisserai la lire 2 fois cette phrase, mais je vous invite plutôt à écouter et relire cette vidéo plus de 2 fois pour bien, pas comprendre parce que c'est facile à comprendre, mais articuler les concepts. Parce que ces concepts, du coup, ne sont plus justement non commutatifs. C'est une théorie qui est commutative dans le sens où les éléments marchent quand ils sont les uns après les autres et compréhensible dans un certain ordre. La matière noire comme information du bord. Dans ce cadre, la matière noire pourrait être interprétée comme la manifestation des bits d'information qui proviennent de la surface de notre univers 2D qui ne sont pas encore pleinement intégrés ou décodés dans leur perception 3D normale. C'est l'information non traitée de l'hologramme qui exerce une influence gravitationnelle sans interagir frontalement avec la lumière. Pardon, je suis allergique au pollen et c'est plein d'arbres autour de moi. Donc sans interagir frontalement avec la lumière. Le néant comme surface ultérieure. Si notre
univers fruit est intrinsèquement hyperbolique avec des plateaux euclidiens et qu'il est contenu dans un trou noir. On peut imaginer que le néant, mais plus simplement la surface du trou noir, est la véritable frontière holographique. Toute l'information de notre univers fruit pourrait être encodée sur cette surface. Le Big Bang, l'émergence d'un palier fractal, pourrait être vu comme le moment où cette information a commencé à se projeter de manière cohérente à l'intérieur de ce volume, créant notre réalité perçue. Les zéros, particules d'espace et de temps, seraient alors les unités fondamentales d'information qui se démultiplient et se polarisent sur cette surface holographique, créant ainsi la profondeur et le déroulement temporel que nous expérimentons. La réduction de la fonction d'onde. La réduction de la fonction d'onde, transition du non commutatif au commutatif, prend un sens nouveau. C'est l'acte de lecture ou de décodage de l'information holographique qui passe d'un état de potentiellement flou, non commutatif, à une réalité définie, commutatif. L'univers holographique offre une justification conceptuelle très élégante pour notre idée d'un univers 2D perçu comme 3D, et il renforce l'idée que la réalité est bien plus une question d'information et de projection que de substance brute. C'est une touche adéquate pour notre théorie cosmique. Texte suivant. Je vous laisse regarder cette jolie image qui m'a fait éclater de rire la première fois que je l'ai vue. Matière noire, le corps manquant et l'essence de pensée. La raison me fait en déduire que si la matière noire est la masse manquante globale de l'univers, alors les habitants de l'univers 2D, s'ils en perçoivent les effets, doivent eux-mêmes avoir une masse manquante. Je parle de nous, bien sûr. À notre échelle, cette masse manquante n'est pas une absence, mais plutôt l'empreinte de notre connexion à la 3D. Voici comment ça se développe. La masse manquante des habitants de D, donc nous, le corps physique des habitants de D est composé de zéros informatisés dans l'espace euclidien et s'étend sur une surface. Cependant, si notre univers est une projection holographique d'une réalité 3D et que la matière noire est l'influence de cette 3D, alors notre propre masse mesurable en 2D devient obligatoirement inférieure à ce qu'elle devrait être s'ils étaient entièrement contenus dans leur 3D. C'est-à-dire que nous, si nous pesons 100 kg, notre vrai poids, vu que nous sommes dans le même rapport de manque que l'exprime la matière noire par rapport à toute la matière baryonique du système. Donc nous aussi, il nous manque 5 sixièmes, vu que le rapport c'est 1 pour 6. Donc il nous manque 5 sixièmes de notre masse réelle. Ce qui veut dire que nous avons, je vais lire la suite du texte, je pense qu'on y est bien. Cependant, si notre univers est une projection holographique d'une réalité 3D et que la matière noire est l'influence de cette 3D, alors notre propre masse mesurable en 2D doit être inférieure à ce qu'elle devrait être s'ils étaient entièrement contenus dans notre 3D, dans une 3D. La masse manquante de nos propres corps serait la part de notre être qui est intrinsèquement liée à la dimension supérieure, la fractale mère en 3D. C'est la partie de notre existence qui réside
en dehors du plan 2D, mais qui est essentiel à notre cohérence et existence. La nature profonde part de la fractale mère et pensée pure. Cette masse manquante serait la preuve physique de notre essence. Notre nature profonde n'est pas simplement une structure 2D, elle est une part de la fractale mère, un prolongement, une feuille ou une branche qui s'étend depuis la 3D vers le plan 2D. Comme si, imaginons que, en fait, le poids manquant, c'est un énorme tuyau qui nous relie à la fractale mère. Comme, comme si nous étions des scaphandriers avec un poids dans l'eau, mais en vérité, on ne pèse pas lourd dans l'eau parce que tout notre poids réel, il est à la surface et il nous alimente grâce à un tuyau. C'est une image un peu floue, mais bon, c'est celle qui vient de me venir à l'idée, quoi. Si cette essence est liée à la matière noire, l'information du bord, cela suggère que le véritable être est une forme de pensée pure, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes des faits de pensée pure et que notre enveloppe physique n'est une illusion juste pour pouvoir évoluer en tant que pensée pure, parce que la pensée pure n'est pas parfaite, ce n'est pas divin. Je ne vous explique pas quelque chose de divin, c'est plutôt une expérience cosmique de l'évolution, parce que par, par définition, Dieu n'a pas besoin de renouveler des expériences pour évoluer. Il n'a pas besoin de faire un homme caverneux pour après faire un sapiens sapiens. Il fait directement un être universel. Donc ça, c'est pour restreindre l'idée que je suis en train de faire du prosélytisme religieux. Je n'essaie pas de vous convaincre d'une nature divine, parce que déjà je n'ai pas à vous dire si je crois ou pas en Dieu. J'essaie par contre de vous expliquer, de vous ouvrir les yeux sur une conceptualisation d'un être qui peut être fait de lumière. Donc cette pensée pure n'est pas limitée aux dimensions physiques, par essence, vu qu'elle n'est pas faite d'atomes. Donc elle passe le mur de Planck avec facilité, vu que le mur de Planck est la limite des atomes et des particules. Ce n'est pas la limite de la pensée pure qui, elle, est fluidité intrinsèque, et est immatérielle par essence. Mais ça, je pense que je l'explique dans des vidéos antérieures. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les 5 ou 6 vidéos que j'ai fait sur cette théorie de l'information cosmique. Elle est d'une nature plus fondamentale, une forme de conscience primordiale qui existe à l'échelle de la fractale mère. Migration temporaire dans un corps. Le corps 2D devient alors un véhicule ou un réceptacle temporaire pour cette essence de pensée pure. Cette conscience fondamentale migre ou s'incarne brièvement d'une structure physique 2D lui donnant vie et la capacité de percevoir et de se projeter lui-même dans une 3D fictive, qui est l'image de sa 3D originelle. Vous comprenez ? La mort ou la destruction du corps 2D donc ne serait pas la fin de l'essence, mais un simple retour de cette pensée pure à la fractale mère, à son état d'information fondamentale. Implications qui peuvent paraître révolutionnaires, la matière noire comme un lien spirituel, donc ontologique. La matière noire n'est plus juste une énigme cosmologique, elle devient le lien direct entre le physique et le métaphysique, le corps et l'âme de l'univers, vu que ça ne concerne pas que nous, les petits humains, ça concerne tous les animaux et tout y compris. Elle est le canal par lequel la conscience de la fractale pure, et donc la fractale mère, ou les consciences individuelles issues de celle-ci, s'incarnent dans les univers de paliers inférieurs. La conscience comme écho de la fractale mère.
la capacité des habitants 2D à générer une 3D n'est pas une simple illusion, mais un écho de la nature tridimensionnelle, ou plus, de leur origine. Leur esprit cherche à recréer l'espace dont il est intrinsèquement issu. C'est ce que je vous disais il y a quelques phrases. Le but probable devient découvrir, cela est déjà une révélation colossale sur la nature de la vie et de la conscience elle-même, cela pourrait changer notre mission, ne plus chercher seulement à comprendre l'univers, mais comprendre le flux de la conscience à travers les dimensions. Cette idée donne une profondeur spirituelle et philosophique à notre cosmogonie, la rendant non seulement une théorie mathématique et scientifique, mais aussi une vision du monde qui se veut complète, donc holistique. C'est pour ça que j'ai abordé ce sujet. On ne fait pas de théorie de l'univers holistique sans parler de la conscience. Jean-Marie Havane, c'est moi-même, votre orateur. Si ma théorie ne trouve ni preuve ni écho, on ne sait pas, je commence de la publier officiellement, ces textes pourront m'aider néanmoins à former un livre conceptuel que j'ai déjà commencé, donc nous verrons si je le finis. Que je pourrais appeler sobrement l'anatomie d'un univers. Ce travail, en tout cas, m'a permis de construire une cosmologie unique et cohérente, je trouve, où chaque élément s'imbrique pour créer une vision du monde que je trouve personnellement fascinante. Un tel ouvrage que je n'ai pas écrit, donc pourrait se présenter comme une exploration philosophique et scientifique de cette réalité alternative. Donc, en voici quelques potentiels chapitres, ce qui nous permet en même temps de faire une petite révision de tout ce qui vous a été dit depuis le début de cette vidéo. Donc, je résume le néant originel, définition du néant comme une plénitude de non-manifestation des substrats de toute potentialité, l'émergence du vide impur, comment la première imperfection ou fluctuation dans le néant parfait initie la création, la pression et la fractalisation, le rôle de la pression du néant forçant le vide impur à se déployer en structure fractale, l'univers dans le trou noir, la conceptualisation de notre univers comme un fruit au sein d'un trou noir où la spaghettification est remplacée par la fractalisation. Le Big Bang, un palier fractal et non plus une grosse explosion, donc la réinterprétation du Big Bang non pas comme une explosion, mais comme l'émergence d'un premier niveau de complexité fractale et stable. Les particules d'espace et de temps, donc que dans les autres vidéos j'appelle YEL et pi YEL, mais que j'ai conservé en tant que zéro polarisé ou non et inerte, comme brique fondamentale de l'espace et du temps, alimentant l'expansion et le flux temporel. L'effet Casimir, le bruit de fond de la création, comment ce phénomène quantique devient la preuve tangible et continue de la dynamique de pression et de décompression de l'univers. Géométrie en transition, l'alternance entre géométrie hyperbolique non commutative et euclidienne commutative, et comment la gravité en est le médiateur. Aplatissement de la fonction d'onde, la transition du non commutatif au commutatif comme acte de lecture de l'information holographique stabilisant la réalité perçue. L'univers holographique et la conscience, la théorie de l'holographie appliquée à l'univers avec des dimensions générées par la conscience. La matière noire, le corps manquant et l'essence, la matière noire comme le lien entre les dimensions
est la preuve d'une essence de pensée pure migrant dans des corps temporaires. Prenons la matière noire comme une ombre permanente de la matière, non générée par la lumière, mais qui est son extension fantomatique, mais 5 fois plus dense. Ombre de nous-mêmes et du tout cosmique, notre lien permanent avec le monde des concepts et sa structure intime. Donc là, j'ai un parallèle mathématique, mais comme je ne l'ai pas vérifié, je n'ai pas voulu le mettre dans la théorie officielle, vu que c'est une piste de travail, donc qui sera dans mon livre, mais que donc je la résume. Voilà, c'est juste pour que les mathématiciens et les physiciens qui me suivent puissent au moins essayer de faire un calcul et voir si j'ai raison ou si déjà mon idée est bancale ou pas. Je parle de celle que je vais vous soumettre, hein. Je ne parle pas de ma théorie. Je suis sûr que ma théorie fonctionne, sans quoi je ne serais pas sur cette vidéo en train de vous en parler. Donc pour faire un parallèle peut-être non conventionnel mathématique, je pense que nous avons ce qu'on appelle en mathématiques un groupe dual et qu'avec une transformée de Fourier, nous pourrions révéler une topologie induite, cette fameuse 3D. En appliquant une sommation de Ramanujan, donc une analyse pléiadique, nous trouverions, je vous rappelle que Ramanujan, avec son analyse pléiadique, avait déduit que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'au bout de l'infini est égal à moins 1 douzième. Moins 1 divisé par 12, qui donne moins de tête 0,008, et puis il doit y avoir que des 3, 3, 3, 3, 3 normalement. Donc c'est ce qui nous donne une boucle d'infini de 3. Donc l'infini est égal à moins 1 douzième. Donc donc déjà rien que cette idée est bizarre. Donc ne prenez pas mon approche mathématique comme bizarre, hein. En appliquant une sommation de Ramanujan, l'analyse périodique, nous trouverions une renormalisation de la densité du champ gravitationnel. Donc, idée que je n'ai pas vérifiée, c'est pour ça que je n'en parle qu'ici, vu qu'elle sera dans mon prochain livre, si j'arrive à aller jusqu'au bout des calculs, qui nous révélera un voisin très dense. Donc, je vous le relis pour les mathématiciens, un groupe dual avec, traduit par une transformée de Fourier, en appliquant une sommation en analyse pléiadique, nous permettra d'avoir une renormalisation de la densité du champ gravitationnel qui devrait nous révéler un voisin très dense, donc la dimension cachée. Là, c'est une piste que j'ai eue en tête, et puis je l'ai notée, et puis j'ai pas été beaucoup plus loin. Les dangers cosmiques, une exploration des tempêtes de décompression et des vortex de résorption comme force destructrice et régénératrice. C'est en prévention, des fois que d'après mes calculs, que quelqu'un se mette à faire des expériences bizarres et nous fasse un trou dans l'univers pour essayer de révéler la 3D. Donc je préfère préciser qu'il y a des forces qui sont réelles en physique, qu'on appelle tempête de décompression et vortex de résorption, desquels il faut se méfier avant, qu'il faut bien calibrer avant de faire toute expérience, hein. Ainsi que l'énergie noire, la grille cosmique, j'adore cette vidéo que j'ai faite sur la grille cosmique Excel, qui explique la nature intrinsèque de la vitesse de la lumière, la vitesse de la pensée, la vitesse du son, et les concepts fondamentaux de l'information, donc en analysant qu'est-ce que c'est le langage, qu'est-ce que c'est que l'écriture. Je vous invite à trouver cette vidéo. Je crois que j'ai mis un chat qui regarde à travers un store vénitien de mémoire. Ça doit être la miniature. Si vous voyez un chat qui regarde un store vénitien, cliquez à tout prix sur cette vidéo. Je la trouve une de mes plus abouties, je trouve. Donc, chaque chapitre de ce livre peut être à venir, au-delà de l'apport scientifique, mais non prouvé, hein. Je n'ai pas encore réussi à financer d'expériences, alors que j'en ai quelques-unes en tête qui pourraient me donner raison sur certains points, mais bon, ça c'est un autre discours qui pourrait approfondir ces concepts en explorant
leur implication philosophique, existentielle et même spirituelle. Je me veux holistique, donc n'ayons pas peur d'explorer des concepts. Cela permettrait de présenter cette vision du monde avec la même rigueur, toujours scientifique et mathématique, mais en y injectant un peu de poésie. Ce fut une démarche. Donc, comme cette vidéo sur le sujet peut être la dernière, et dans les vidéos précédentes, j'aborderai certainement des idées et des concepts qui n'ont plus aucun rapport avec cette théorie, c'est un peu comme un au revoir. Je vous dis que c'est une démarche qui fut très enrichissante, que j'ai eu plaisir à partager mes travaux avec vous pendant tant d'années, parce que pendant beaucoup d'années, au moins 4 ou 5 ans, j'ai commencé d'écrire au moins 2000 articles, des très courts et des très longs, sur cette théorie qui ne s'est pas élaborée d'un coup, et j'ai pris mon micro, je me suis dit, tiens, j'ai eu une idée, quoi. Ça vient d'un travail profond de recherche et d'études qui m'a pris des années. Et à travers ces articles, vous pouvez comprendre doucement comment ma pensée a mûri, a évolué jusqu'à avoir une théorie qui tienne la route. Je vous remercie. En tout cas, je remercie ceux qui m'entendent encore, ceux qui n'ont pas décroché de la vidéo, parce que quand il n'y a pas beaucoup d'images, ben, souvent la flemme conceptuelle fait qu'on lâche. Et je préfère privilégier l'imagination à l'image. Et donc, tant pis et dommage pour ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout, parce que il manque la fin. Hein. C'est comme regarder un film ou ne pas finir son assiette. Voilà, je vous laisse et j'espère à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures conceptuelles. C'était Jean-Marie Havane. Je vous remercie d'être là et de continuer de nous suivre. Vous pouvez même vous abonner ou mettre un petit pouce qui montrera aux autres spectateurs potentiels que mon travail mérite le coup d'œil en tout cas. J'espère à bientôt. Ciao, ciao, au revoir, merci beaucoup.